livrer une lecture politique de ce dossier parce que c'est un dossier que votre majorité présente et née en 2015 avait hissé un niveau de valeur ajoutée symbolique très important. C'est un dossier même à bien des égards très mythifiant, qui s'appuie même sur certaines références mythologiques. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Très rapidement, la compagnie régionale, territoriale, nationale, telle que vous l'avez imaginée, telle que vous l'avez portée sur les fonds baptismaux en 2016, avec un enthousiasme très partagé, y compris dans nos rangs. Rendons à César ce qui est à César, et concédons que nous avions été séduits par la démarche, en tout cas par ce que j'appelle la concordance d'État. Donc, c'est le grand investissement, le 1er septembre 2016. Le 26 juillet 2018, on est déjà dans un petit renoncement, avec la renonciation à l'outil naval, la fameuse scène d'investissement. Le 29 novembre 2019, on n'est plus dans le grand investissement, on n'est plus dans le petit renoncement, on est dans le grand chambardement, on décide de se tenir à une CEMOP unique. Le 25 septembre 2020, autrement dit 4 ans plus tard, on est désormais dans le grand renoncement, puisqu'on renonce à la procédure de sélection de l'opérateur chargé de la gestion de la CEMOP. Pour nous, c'était déjà le grand renoncement. Aujourd'hui, on peut l'interpréter comme vous le souhaitez, il s'agit d'un grand enterrement, puisque vous différez quasiment sine die. Il y aurait une logique à maintenir un cap dans les 4-5 ans, puisque vous serez encore en responsabilité. Ce que feront les autres après vous de cette compagnie, de ce projet de compagnie régionale, nul ne peut l'imaginer. Ce n'est pas qu'on trouverait satisfaction à ce renoncement, mais nous avons été, non pas des adversaires invétérés du point de vue symbolique, mais nous avons toujours dit que le métier de cette collectivité n'était pas d'être armateur, ce n'était pas de faire l'acquisition de bateaux, d'abord parce que ça représentait un risque contentieux très élevé, confère l'aérien et l'épée de Damoclès qui pèse très fréquemment sur notre compagnie régionale aérienne. Donc, j'allais dire, c'est presque le supplice de Tantale dans cette histoire. Plus on s'approche de la compagnie régionale, et plus elle se pétrifie, et plus on a du mal à lui donner chair. Deuxième pilier de votre réflexion, un peu mythifiante de notre point de vue, l'histoire des compensations. Moi, je ne crois qu'aux vérités chiffrées. 2013, 92 millions d'euros. 2022, 93 millions d'euros. La vérité commande de dire qu'on compensait, lorsque vous êtes arrivé, à hauteur de 71 millions d'euros. Mais lorsqu'on dit qu'on a fait beaucoup d'économies sur la compensation, ou la prétendue en tout cas, l'interprétée surcompensation du passé, il faut être très prudent là-dessus et ne pas s'en tenir à la rhétorique des errements du passé. D'ailleurs, j'observe, je vous dis, Madame Mathé, que nous étions, nous, très familiarisés avec cette rhétorique, mais je n'ai pas compris que cette rhétorique, désormais, était destinée aussi à un passé plus proche, et je trouve que vous avez considéré celles et ceux, et plus récemment Vanina Borroumé, avec beaucoup d'élégance dans la façon dont elle a présenté un rapport ou des rapports qui étaient dans la logique que vous continuez de défendre aujourd'hui. Et la compensation, d'une certaine façon, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est l'histoire du débit sortant.
Donc de temps en temps, le trou augmente, donc le débit est plus fort, mais si le trou, la dimension ou le diamètre du trou reste le même, on finit toujours par engloutir les mêmes sommes et le même niveau de compensation que j'avais estimé dans une appréciation récente à hauteur de 90 millions d'euros. C'est ce que j'ai appelé la constante macabre. Alors, il y a eu le Covid, il y a eu les économies, il y a eu la concordance des temps, il y a eu des efforts louables de votre part. L'honnêteté intellectuelle commande de le dire, mais on revient inévitablement à cette compensation qui avoisine les 90 millions d'euros. Troisième pilier de votre raisonnement, le service public. Je ne connais personne ici qui ne soit pas attaché au service public. Nous le disons, nous le redisons, mais le service public, il s'organise en fonction du droit existant. D'abord, je le dis pour ma collègue Josepha, n'avons pas vocation à dynamiter le service public, nous n'avons pas la culture de façon générale du dynamitage. Comment dire, on est là simplement pour organiser le service public avec le droit tel qu'il existe et avec les risques qui existent, finalement, à reproduire ce que tout le monde a fait avant vous. Et que faisaient les autres? De façon plus ou moins libre, si c'est ce que vous voulez entendre. De façon plus ou moins compensée, si c'est ce que vous voulez entendre. Mais on a toujours organisé le service public sur le principe d'une délégation de service public. Le problème, c'est que tous les 5 ans, on se prend dans la tronche des amendes qui nous rappellent que les délégations de service public, pour aussi bien rédigées qu'elles aient été, quelles que soient les sommes que nous avons consacrées à maîtriser le risque contentieux, les délégations de service public, ça reste quelque chose de très risqué du point de vue européen. Et lorsque on vous demande, c'était l'objet de la motion de renvoi qui a peut-être été mal interprétée, d'aller plus avant sur ce que représentent, et Jean-Michel l'a très bien dit, les OSP renforcés ou les OSP compensés, en tout cas pas les OSP unilatérales, on a bien compris qu'on ne pourra pas organiser un service public de qualité et lorsqu'on reprend toujours la même rhétorique du malade affaibli psychologiquement qui a besoin de savoir que le bateau va partir à 8 heures pour être à 10 heures à Marseille, etc. On a bien compris ça. Donc il faut que les OSP soient suffisamment verrouillés pour qu'on tende vers le service public le mieux assuré possible, ce qui n'interdit pas d'ailleurs de rester dans les mêmes enveloppes. Pourquoi? Parce que le droit européen donne, je dirais, beaucoup plus de lisibilité dans l'organisation de ces OSP qu'il ne donne sur la DSP. La question de la durée, Paul Félix n'est pas là. C'est nous qui avions, mais ça date de longue date, dit qu'il fallait des délégations à très long terme. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui vont investir et on n'investit pas sur un bateau comme on investit en leasing sur une bagnole. Il faut donner cette lisibilité aux armateurs qui vont candidater. La question aussi qu'évoque Paul Félix a été évoquée de longue date. Et je me tourne vers les services que je veux remercier, moi aussi, et féliciter d'abord pour leur plasticité, puisqu'ils s'adaptent à tous les régimes, et pour leur capacité aussi mémorielle à redire ici ce qui a toujours été dit. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un véritable contrôle, en tout cas des comptabilités analytiques, pour créer les conditions de lisibilité sur ce qu'on appelle, parfois de façon un peu rapide, la juste compensation. Parce que quand on dit il y a surcompensation, c'est bien qu'il y aurait une juste compensation. Mais la juste compensation, si on ne rentre pas dans la comptabilité analytique, de savoir ce qui se passe, de savoir en effet si on fait un peu de fret, un peu de passagers, un peu trop de fret, un peu de passagers, ou finalement si la puissance publique ne finance pas des outils navals. On n'arrive pas à estimer où se place le curseur de la juste compensation. Et le contrôle, c'est une fonction support qui doit être intégrée, à mon avis, en interne à l'Office des transports. Je conclurai sur le risque contentieux. Nous avons eu l'agréable, ou en tout cas la surprise de découvrir dans un article de presse, Monsieur le Président, que vous alliez ériger
et nous l'attendons avec impatience et gourmandise, un courrier qui témoignerait désormais de la sécurité juridique des négociations, des entretiens que vous avez eus, on ne sait pas trop avec qui d'ailleurs, à la Commission européenne, et qui, d'une certaine façon, apporterait la garantie que ce que nous apprêtons à voter aujourd'hui, je dirais, minimiserait le risque contentieux. Parce que je ne sais pas quelle portée juridique aura le courrier que vous allez ériger dans quelques instants. Donc, très rapidement, Monsieur le Président, nous, on se satisfait, j'allais presque dire, du fait que vous vous fracassiez sur le mur des réalités, parce que entre la dimension hautement symbolique que vous aviez mise sur la table il y a quelques années et la réalité notamment juridique, économique, sociale, car on hérite toujours d'un passé. Vous savez, les bateaux sont rouges, ils étaient bleus, on ne sait pas comment ils seront demain, mais il y a une réalité sociale, il y a une réalité économique, il y a une réalité juridique. Vous êtes devant ce mur et je vous cite d'ailleurs dans l'article de ce matin, cette phrase m'a bien plu, j'assume une stratégie adaptée aux contraintes. On ne comprend pas pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Donc on regarde, nous, avec les réserves qui resteront les nôtres, ce dossier comme un dossier technique, mais aussi avec la bienveillance qui peut s'attacher, en tout cas la bienveillance, en tout cas, je dirais, le regard plus lucide qui peut s'attacher à un dossier que vous adoptez désormais, ou que vous appréciez désormais, que vous abordez désormais avec une lucidité peut-être ravageuse, mais qui va nous permettre, je l'espère, d'avoir une vision long terme dans un premier temps, 7 ans, et deuxièmement, des risques, en tout cas en tant que vous nous donniez des éléments probatoires dans ce domaine, seront limités.